Je n'ai jamais pensé que mon propre fils, mon sang, me crierait au visage comme si j'étais une étrangère. Tu ne verras pas un centime de mon argent, vieille sorcière. La porte de sa demeure nouvellement achetée a claqué, et ma valise, qui portait encore l'étiquette du voyage en autobus, est tombée à ses pieds avec un fracas sec. Le ciel, comme s'il voulait souligner l'humiliation, s'est ouvert en averse. Je suis restée là, au milieu du chemin pavé de son jardin design, trempée jusqu'aux os, avec l'âme plus brisée que le parapluie cassé que je serrais encore dans ma main. Je n'ai pas répondu, mais pourquoi faire ? Je savais que n'importe quel mot de moi serait transformé en une autre excuse pour qu'il me crache son venin. Je l'avais vu se transformer lentement depuis le fils doux qui m'accompagnait au quart de nuit à la cafétéria, jusqu'à cet homme froid obsédé par le luxe et le statut. Mais je n'ai jamais cru qu'il en arriverait là, à me chasser comme si j'étais une peste, un fardeau. Une semaine avant, je cuisinais encore pour ses enfants. Je nettoyais la maison pendant qu'il sautait d'emploi en emploi, avant d'avoir sa propre marque de cosmétiques. Je couvrais la moitié des factures, même si mes genoux ne pouvaient plus. Mais je le faisais avec plaisir, parce qu'il avait 10 000 fois. Maman, si un jour nous gagnons à la loterie, la première chose que je ferai sera de t'acheter une maison face au lac. Oui, la loterie. Quelle ironie. Ce billet, je l'ai acheté un après-midi quelconque après avoir ramassé des œufs et du pain. Je l'ai collé sur le réfrigérateur avec l'aimant de la Vierge d'El Carmen. J'ai ri toute seule. Et si celui-ci changeait nos vies ? Il l'a vu, il l'a pris. Il n'a jamais rien dit. Des jours après, il est apparu en criant, sautant d'émotion. Nous avons gagné 10 millions, maman. Ensuite, il est parti cette nuit même. Pas un mot, pas un appel. Je l'ai appris par la voisine, qu'il a vu monter dans un camion de déménagement à 5 heures du matin. Et ce qui est pire, il a commencé à se vanter partout, réseaux sociaux, fêtes, et même entrevues locales. Il disait que maintenant oui, il s'était libéré de ceux qui le retenaient. Et j'étais là, à voir ses publications où il m'appelait parasite, mouche morte, sorcière pauvresse. Et quelle autre option avais-je ? Continuer à baisser la tête comme toujours ou me relever. Je suis allée à la station-service où j'avais acheté le billet. Le caissier, un garçon qui m'appelle toujours Donia, m'a reconnu instantanément. Il m'a montré les caméras de surveillance. J'étais là, avec mon manteau gris, en train de payer en espèces. J'ai appelé le bureau de la loterie. Ils ont commencé une enquête et ils ont gelé le prix. Je ne lui ai rien dit, pas un mot. Il continuait à célébrer, il a acheté des montres, il a même fait faire une lipo. Pendant ce temps, je recueillais des preuves avec un avocat silencieux et efficace. Pas par vengeance, pas encore, mais pour la justice. Parce que je n'allais plus permettre que personne piétine ma dignité, pas même mon fils. Cette nuit-là, sous la pluie, à l'extérieur de sa demeure, je comprenais quelque chose. La trahison la plus douloureuse n'est pas celle qui vient de l'ennemi, mais celle qui arrive déguisée en amour. Mais j'ai aussi compris autre chose. Il n'a jamais vérifié le nom imprimé sur le billet gagnant. Et cela, mon cher, a été sa première grande erreur. Une semaine avant qu'il me chasse comme si j'étais un vieux meuble, nous vivions encore ensemble. Je cuisinais pour ses enfants, je leur préparais les déjeuners scolaires, et je le réveillais même avec du café quand il avait une entrevue. Il dormait jusqu'à tard, se plaignait du trafic et passait des heures à planifier sa marque personnelle. Chaque semaine, c'était une nouvelle idée, savons artisanaux, coaching spirituel, cours de maquillage. Il ne durait jamais plus d'1 mois dans rien, mais je le soutenais, parce que je suis sa mère et les mères, au moins celles de ma génération, ne savent pas abandonner. La maison n'était pas grande, mais elle avait son histoire. Nous l'avons achetée à nous deux quand mon mari est mort. J'avais travaillé presque 30 ans dans une boulangerie, en me levant à 4 heures du matin, et en pétrissant sans gants en hiver. Avec cet argent, j'ai payé la moitié initiale, le reste étant un prêt à mon nom. Mais par affection ou naïveté, la maison est restée enregistrée à son nom à lui. Ainsi, maman, si un jour il m'arrive quelque chose, tu n'auras pas à t'inquiéter pour les papiers. Ah, si j'avais su. Je me souviens encore de la nuit où j'ai acheté ce billet. C'était une bêtise, vraiment. J'étais dans la queue pour payer le lait et le monsieur devant moi a pris le dernier paquet. Je me suis sentie si frustrée, oui, pour un simple lait, que j'ai acheté ce billet sur le coup. Voyons si pour une fois dans la vie j'ai de la chance, ai-je murmuré en riant à moitié. Je l'ai collé sur le réfrigérateur avec cet aimant tordu de la Vierge, comme si je faisais un pacte avec le ciel. Il l'a vu, il était là quand je l'ai mis et cette nuit-là, sans rien dire, il l'a fait disparaître. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je ne vérifie pas les numéros, je ne le fais jamais. Pour moi, ces jeux sont comme jeter une pièce dans un puits. Mais alors j'ai vu la nouvelle à la télévision, gagnant anonyme du prix de 10 millions dans notre ville. Et à ce même instant,
quelque chose m'a fait me tourner vers le réfrigérateur. Le billet n'était plus là. Je n'ai rien dit. Je me suis assise, j'ai pris ma tasse de camomille comme chaque nuit, et je suis restée à regarder la lumière clignoter du micro-ondes. Le lendemain matin, il s'est levé avec un sourire trop large et a annoncé qu'il sortirait plus tôt. Cet après-midi-là, il est revenu comme si le monde lui appartenait. « Maman, la chance nous a changé la vie », a-t-il dit. Mais le pluriel a vite disparu. Il a parlé d'acheter, de voyager, de déménager, mais il n'a jamais dit « tu viens avec nous ». Cette même nuit, il a commencé à emballer en secret. Quelques jours après, il ne dormait plus à la maison. Puis est arrivé un taxi avec une dame en uniforme blanc, une nounou pour les enfants. Il ne me l'a même pas demandé, j'ai compris sans avoir besoin de mots, ils étaient en train de me remplacer. Bien que ça fasse mal, j'ai gardé le silence, parce que parfois le silence n'est pas faiblesse, mais attente, observation. Pendant qu'il se pavanait sur les réseaux avec de nouveaux costumes, je ramassais des pistes, des pièces, des bouts de ficelle. Je savais que quelque chose ne collait pas, que cette chance n'était pas la sienne et, au fond, je savais que ce billet avait été le mien. Mais plus que l'argent, ce qui me faisait mal était autre chose. Le voir se transformer en quelqu'un que je ne connaissais plus. Et quelle autre option avais-je? Le supplier? Non. J'attendrais, et quand la vérité éclaterait, il ne serait pas nécessaire de crier. Seulement montrer le nom imprimé et voir son monde s'écrouler. Ce jour-là, je m'en souviens avec une clarté qui me glace le sang. J'étais allée au supermarché pour de la farine, du beurre et une petite boîte de thé à la menthe. C'était jeudi, mon jour de faire des gâteaux. J'aimais avoir quelque chose de sucré pour les enfants quand ils arrivaient de l'école, même s'ils ne me remerciaient même plus. Pendant que j'attendais à la caisse, j'ai vu le panneau de la loterie collé avec du ruban adhésif, tordu, comme oublié, et là était le prix accumulé en gras, 10 millions. Et si cette fois c'était la bonne? Ai-je pensé. Je ne l'ai même pas planifié. Je l'ai acheté sur le coup, comme une de ces choses bêtes que tu fais parce que oui. Je l'ai plié en 4, je l'ai gardé dans le sac à pain et je suis rentrée à la maison. En arrivant, je l'ai collé avec un aimant sur le réfrigérateur. J'ai ri seule. Si nous gagnons, j'achète une maison face à la mer et je me lève à 10 heures tous les jours. Ai-je dit à voix haute non pas parce que j'y croyais, mais parce que ça faisait des années que personne ne prenait le temps d'imaginer avec moi. Mon fils était sur le canapé avec un masque vert sur le visage et le portable à la main. Il ne m'a pas regardé, il n'a rien dit, mais quand je suis passée à côté de lui pour aller à la cuisine, j'ai remarqué que quelque chose brillait dans son regard, comme s'il avait écouté plus qu'il n'y paraissait. Cette nuit-là, quand tout le monde dormait, je suis allée me servir un verre d'eau. Je me suis approchée du réfrigérateur par réflexe et je l'ai remarqué. L'aimant était toujours là, mais le billet avait disparu. Je suis restée immobile. J'ai regardé par terre, dans la poubelle et sous les aimants. Rien. Je n'ai pas dit un mot, je n'ai fait aucun bruit. Je suis juste allée dans ma chambre, j'ai éteint la lumière et j'ai récité une longue prière. Pas pour que je gagne, mais pour que si j'avais gagné, j'ai encore assez d'âme pour le partager. Mais il ne l'a pas fait. L'annonce officielle est parue 2 jours plus tard. Une personne de notre ville avait gagné. Ce jour-là, mon fils s'est habillé comme jamais, lèvres humidifiées avec du baume, chaussures neuves, parfum cher. Je sors faire quelques courses, dit-il, et il me fit un clin d'œil. Cette nuit-là, il n'est pas revenu dormir à la maison. Il ne me l'a pas dit, mais je le savais. J'avais vu trop de fois ce visage qu'il affiche quand il obtient ce qu'il veut et qu'il ne pense pas à le partager. Après, le défilé de boîtes a commencé, d'abord les siennes, puis les affaires des enfants, puis celles de la nounou. Et moi, je suis restée là, à regarder comment mon fils transformait son rêve en château en utilisant une clé qui ne lui appartenait pas. Pas un mot de gratitude. Seulement le silence, ou pire, l'indifférence. J'aurais pu l'affronter la même, mais non. Parfois, le temps est plus aiguisé que la langue, et moi, ami, j'étais déjà en train d'aiguiser la mienne. Parce que ce billet portait mon nom, même s'il ne le savait pas encore. Le matin où j'ai découvert qu'il était parti, la maison était trop silencieuse. On n'entendait plus les dessins animés à la télévision, ni les cris des enfants se disputant pour des céréales. Seulement le bourdonnement du réfrigérateur et un trou dans mon estomac. Ma voisine, Donia Cata, a été celle qui me l'a dit. J'ai vu un déménagement cette nuit, vers 5 heures du matin. Camion blanc sans logo. Il est parti sans regarder en arrière. 5 heures du matin. Il ne m'a même pas dit au revoir. Je me suis assise dans le fauteuil à bascule, encore avec la robe de chambre et les cheveux à moitié ramassés. J'ai gardé les mains occupées à tricoter, comme je le faisais quand je me sentais plus faible que je ne voulais l'admettre, mais cette fois-ci, le tricot tremblait dans mes doigts. Je suis allée à la cuisine, j'ai vérifié les aimants. Rien. J'ai regardé de nouveau l'espace vide où le billet avait l'habitude d'être. C'était comme si en l'emportant,
il avait aussi arraché une partie de moi. Mon fils ne vivait plus ici, il avait déménagé, mais il n'a laissé ni adresse, ni note, ni message. Il a seulement emporté les enfants et le billet. Ça a été son grand déménagement. Cette nuit-là, je me suis servi une soupe légère. J'avais du mal à avaler. Je me suis endormi tôt, ou c'est ce que j'ai essayé, mais à 3 heures du matin, je me suis réveillé avec une idée aussi nette qu'un flash. Il ne m'a jamais dit qu'il avait acheté un billet, il ne l'a jamais mentionné. Et pourquoi l'aurait-il fait, si le billet était à moi, le seul qu'il y avait dans cette maison? J'ai allumé la lampe de table et je me suis mise à vérifier les sacs du supermarché, où j'avais l'habitude de garder les tickets de caisse, les reçus et les rappels. Je voulais voir si par hasard j'avais gardé le numéro de série. Je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé autre chose, le reçu du jour où je l'avais acheté. Même jour, même heure, même numéro de caisse. Ça a été ce qui m'a donné l'élan. Le jour suivant, je suis allée à la station-service où je l'avais acheté. Le garçon du comptoir m'a reconnue. Donia Lydia, vous êtes celle qui achète toujours le thé au gingembre et le billet de la chance, n'est-ce pas? J'ai acquiescé avec un sourire qui ne venait pas tout à fait. Et vous vous souvenez si je l'ai acheté il y a 2 semaines, un jeudi après-midi? Il cligna des yeux, pensif. Ce jour pluvieux, oui. Vous étiez la dernière de la file. Vous vous êtes même plainte car vous manquiez de monnaie. J'ai ressenti un soulagement si profond que j'ai eu envie d'en pleurer. Avez-vous des caméras? Demandai-je. Pourriez-vous vérifier si l'enregistrement existe encore? Il m'a promis qu'il vérifierait. Il a noté mon numéro, disant qu'il appellerait le responsable. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, mais pas à cause de ma tristesse. Non. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose de différent, une clarté. Je n'étais plus la mère abandonnée, ni la femme invisible. J'étais une femme en guerre, et cette fois le champ de bataille était la vérité. Parce que je n'avais besoin de supplier qui que ce soit pour quoi que ce soit. Seulement démontrer ce que j'ai toujours su. Ce billet portait mon nom, même s'il l'avait caché dans ses mains fraîchement soignées. J'ai rouvert le réfrigérateur, même si je savais déjà qu'il n'y serait pas. Parfois, une partie de moi espérait encore le trouver caché sous une vieille recette ou derrière l'aimant des enfants. Mais non. L'espace était toujours vide, comme s'il avait aussi emporté mes illusions, ma confiance, mes années. J'ai passé ma main sur la porte métallique. Le froid m'a ramené à la réalité. Ce billet ne s'était pas évanoui, quelqu'un l'avait pris. Et ce quelqu'un vivait avec moi, avait partagé ma table, mes nuits blanches pour les enfants, mes derniers centimes pour payer la lumière. Mon fils. Je n'avais pas besoin de preuves pour le savoir, je le sentais dans mon corps, comme quand on sait qu'une tempête arrive même si le ciel est dégagé. La façon dont il évitait de me regarder, son urgence soudaine de partir, son silence quand j'ai mentionné le numéro gagnant, tout pointait dans la même direction. Mais il ne suffit pas de sentir, il faut le démontrer. Je me suis servi une tasse de camomille comme chaque soir, je me suis assise à la table, celle où je faisais les comptes du mois, et j'ai commencé à faire une liste, jour d'achat, lieu, heure, témoin. Je me suis sentie comme dans une enquête policière, mais ce n'était pas seulement pour l'argent, c'était pour la vérité, pour ce qu'il m'avait volé, ma dignité. Le jour suivant, j'ai reçu l'appel du responsable de la station-service. Donia Lydia, nous avons la vidéo. On voit clairement que vous achetez le billet et que vous le mettez dans votre sac. Mon âme a vacillé. Puis-je en obtenir une copie? Oui, bien sûr, nous vous la préparons sur une clé USB. Je n'ai pas raccroché sans avoir demandé autre chose. Avez-vous le ticket de caisse de ce jour-là? Il a marqué une pause. Nous avons eu de la chance. Le système conserve encore les registres. Votre achat apparaît, thé, pain et un billet de loterie, exactement à 16h27. J'ai raccroché, les mains moites. J'ai respiré profondément. Je me suis approchée du petit autel que j'ai dans le salon, où je garde un reliquaire avec une photo de ma mère. Aide-moi à avoir de la force, maman, ai-je murmuré, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je n'étais pas seule. Je savais que mon fils avait déjà commencé à dépenser l'argent. Je le voyais sur ses réseaux sociaux, vêtements de marque, dîners élégants et une nouvelle voiture rouge vin avec toit panoramique. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est de le voir publier un message venimeux. Astérisque, enfin libéré des parasites émotionnels. La chance sourit aux audacieux, astérisque. Là, il n'y avait plus de doute, il me visait avec des mots qui n'avaient pas besoin d'être nommés. Et quelle autre option avais-je? Rester silencieuse comme tant de fois, ou faire ce que je devais faire? Je suis allée voir un avocat. J'ai apporté le reçu, la clé USB et des captures de ses publications. Il m'a écouté calmement. Quand j'ai fini, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai pas. Madame,
Ce n'est pas seulement un vol, c'est une usurpation d'identité économique. Comment pouvez-vous prouver que ce prix vous appartient? Je suis sortie du bureau plus droite, comme si on m'avait enlevé des années. Je n'allais pas crier, je n'allais pas faire de scandale, mais quand la vérité éclaterait, il devrait me regarder dans les yeux et affronter ce qu'il avait fait. Parce que même s'il ne le savait pas, cette fortune n'était pas la sienne et ne l'a jamais été. Les jours suivants, je l'ai vu se transformer, comme s'il était possédé par quelqu'un d'autre. Il a cessé de me parler, même par message. Il ne me demandait plus si j'avais besoin de quoi que ce soit, ni si j'avais de la nourriture à la maison. Mais sur ses réseaux, il vivait une autre vie. Dîner avec du vin, brunch avec des amis qui avant ne le regardaient même pas, et ce langage faux de ceux qui veulent impressionner. Astérisque ici, visualisant l'abondance. Quand tu te libères de la négativité, tout coule. Star. Negativite? C'est ainsi qu'il m'appelait désormais. Moi, qui ai gardé ses enfants quand il pleurait à cause de son premier divorce. Moi, qui ai vendu mes bagues pour l'aider à payer les frais de scolarité de cette carrière qu'il n'a jamais terminée. J'étais l'ombre qu'il effaçait maintenant de ses photos avec des filtres et des poses. Je ne l'ai pas affronté, je ne l'ai pas appelé. J'ai seulement observé, parce que parfois le silence est la plus puissante des armes. Mes voisines me demandaient si j'étais partie en voyage. On ne te voit plus avec les enfants, disait-elle. Je souriais en feignant que tout allait bien. Je suis devenue experte à mentir avec les yeux, mais à l'intérieur, je me préparais. L'avocat avait déjà entamé les démarches. Le bureau de la loterie coopérait. Ils ont vérifié la vidéo de l'achat, le reçu et ont gelé le paiement complet. Personne ne pouvait bouger un centime tant que l'enquête n'était pas résolue, et lui, si sûr de sa victoire, ne s'en doutait même pas. Un jour, mon petit-fils aîné m'a écrit par WhatsApp. « Mamie, pourquoi tu ne viens plus ?» Mon cœur s'est serré. J'ai voulu lui dire la vérité, mais non, ce n'était pas encore le moment. J'ai répondu avec un visage heureux et un « très bientôt, mon amour », parce qu'il n'y était pour rien. Je passais les après-midi en silence, organisant des papiers, montant des dossiers, enregistrant tout. Je suis devenue une détective de ma propre vie. Et pendant ce temps, mon fils s'enfonçait davantage dans son mensonge, se croyant impuni. Un dimanche, il a publié une photo à la plage avec un texte qui m'a retourné l'estomac. Astérisque, ceux qui ont douté de moi me regardent maintenant d'en bas. Star. D'en bas? Je l'avais élevé pour qu'il ne croie jamais au haut ni au bas, mais à marcher à côté de l'autre. Mais maintenant qu'il se croyait riche, il a tout oublié. Et quelle autre option avais-je? J'ai mis mon pull le plus propre, j'ai pris mon vieux sac de cuir et je suis retournée chez l'avocat. Il m'a remis une enveloppe avec des documents importants. La confirmation de la suspension du paiement, le rapport du vérificateur de loterie et l'invitation à une conférence de presse pour annoncer le résultat officiel. L'enveloppe était lourde, mais pas à cause des papiers, à cause de ce qu'elle représentait. Ce même jour, j'ai acheté une robe neuve, pas une chère, mais une qui me fasse me sentir digne. Je me suis coiffée et je me suis mis du parfum. Parce que cette version de moi qu'il a enterrée, celle de femme ferme et silencieuse, était de retour. Il croyait que le monde lui appartenait, mais il a oublié de vérifier le nom qui était écrit sur ce morceau de papier magique. Et ça, mon amour, a été sa sentence. Je me suis levée tôt comme toujours, j'ai préparé ma camomille, je lui ai donné 2 tours avec la petite cuillère et je me suis assise à la table avec la nappe bien lissée. Ce geste m'a toujours aidé à penser. Pendant que la vapeur me caressait le visage, j'ai repassé chaque document de l'enveloppe que m'avait donné l'avocat. Tout était en ordre. J'avais tout, la date d'achat, l'enregistrement, le reçu, jusqu'à une copie signée du rapport du technicien de la loterie qui confirmait que la réclamation originale ne coïncidait pas avec l'identité de l'acheteur. Ce billet, selon tous les registres, était le mien. Cependant, je ne l'ai pas célébré. Je n'ai pas sauté de joie ni crié. Je suis juste restée là, ressentant un étrange mélange de justice et de douleur. Parce qu'une mère ne rêve jamais de se venger d'un fils, mais elle ne peut pas non plus permettre qu'on la piétine. Ce jour-là, pendant qu'il publiait un autre selfie disant « En route pour une séance de spa », je marchais vers le bâtiment de la loterie avec mes documents sous le bras et la conscience tranquille. Je ne portais ni garde du corps, ni presse personnelle, ni lunettes de soleil, je portais juste quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps, la vérité. Pendant que mon fils continuait à publier des phrases bon marché sur la clôture de cycle et le lâcher-prise de ce qui n'ajoute pas, je signais des papiers dans le bureau de l'avocat. Chaque signature était comme une brique de plus dans le mur que j'avais construit entre son mensonge et ma vérité. Je n'ai pas ressenti de rage, j'ai ressenti la paix. Une paix étrange, oui, mais profonde, comme quand on arrête de nager à contre-courant et qu'on se laisse emporter par la certitude d'avoir fait ce qui était juste. Il ne le savait pas encore,
mais le décor où il se pavanait comme un roi était déjà en train de s'effondrer. Cette semaine a été cruciale. Ils m'ont appelé pour confirmer les détails de la conférence de presse, lieu, présence des médias. Ils ont voulu savoir si je voulais faire des déclarations. J'ai dit que oui, mais pas un discours, juste quelques mots. Je n'avais besoin de convaincre personne, juste de confirmer ce qui était à moi. Mon avocat m'a félicité. Votre calme a été admirable. La plupart des personnes à votre place crieraient au monde entier ce qui s'est passé. J'ai juste acquiescé. Ce n'était pas de la fierté, c'était de la fatigue. À mon âge, on apprend que le bruit ne sert qu'à distraire. La force réside dans le silence. Pendant ce temps, mon fils semblait plus sûr que jamais. Il a même organisé un dîner de célébration avec des amis proches et un gâteau avec la phrase « Dieu m'a béni pour m'avoir libéré ». Un de ses invités a publié une story disant « Ici avec le plus riche, le plus libre et le plus éveillé ». Mais ce que personne ne savait, c'est qu'à ce même instant, son prix était toujours gelé. Pas un centime n'avait été débloqué. Et ça a été ma petite victoire secrète. J'avais appris à ne pas crier, à ne pas donner d'explications à ceux qui ne les demandaient pas avec amour, et cette leçon m'avait amené jusqu'ici. L'avocat m'a remis une copie du rapport final, déjà signé par toutes les autorités nécessaires. C'était officiel, légal, irréfutable. La loterie me reconnaissait comme l'acheteuse légitime, et lui. Il n'était rien de plus qu'un imposteur qui avait tenté de profiter du lien le plus sacré, celui entre une mère et son fils. J'ai rangé le document dans un dossier en cuir et je l'ai mis dans mon sac. Ce vieux sac que j'utilisais depuis des années et qu'il avait tant de fois méprisé. Ça te fait paraître pauvre, me disait-il. Mais maintenant, ce sac portait à l'intérieur mon nom propre, ma dignité intacte et 10 millions de raisons de continuer à marcher la tête haute. À la maison, je me suis préparé un simple ragoût. J'ai pétri du pain de mes propres mains. Pas par nécessité, mais par habitude, parce que malgré tout, c'était moi. Pas une millionnaire de réseau, mais une femme réelle avec une histoire, avec des cicatrices, avec du feu. Et pendant que le pain dorait dans le four, j'ai regardé par la fenêtre et je me suis dit quelque chose que je n'aurais jamais pensé dire. Je suis prête, advienne que pourra. J'ai reçu l'appel un lundi matin, pendant que j'étendais le linge propre dans la cour. Madame Lydia, a dit la voix du fonctionnaire de la loterie, nous voulons vous féliciter. La révision est terminée, vous êtes la légitime propriétaire du billet gagnant. Je me suis assise sur le banc à côté de la machine à laver, avec le drap encore dans les mains. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je suis juste restée en silence, comme si j'avais besoin que la terre fasse un tour de plus pour comprendre ce qu'on venait de me dire. Et maintenant, quelle est la suite ? Ai-je demandé. Il y a une conférence de presse ce jeudi. Le résultat sera annoncé officiellement et, bien sûr, vous serez présentée comme la vraie gagnante. Après cela, vous pourrez décider si vous souhaitez recevoir l'argent en un seul versement ou par versement annuel. J'ai raccroché le téléphone avec des mains tremblantes. Je me suis appuyée contre le mur du lavoir, le regard fixé sur le sol. Pendant des années, j'ai rêvé d'un moment comme ça, et maintenant que j'y étais, ça ne ressemblait pas à une victoire. Elle se sentait justice, comme un équilibre. Ce jour même, je suis allée à la banque. J'ai ouvert un compte protégé spécial, conseillé par des experts. J'ai demandé que tout reste discret. Je ne voulais pas de luxe, ni de scandale, ni de couverture de magazine, mais seulement de la sécurité, de la tranquillité, du contrôle. Mon avocat m'a accompagné à chaque étape, m'a expliqué les impôts, les délais, chaque décision. J'écoutais attentivement, mais au fond je pensais à autre chose. Que feras-tu quand tu apprendras que tout ce que tu as construit avec mon billet était un mensonge ? Il restait si confiant. Ce jour-là, il a publié une autre phrase. Ceux qui n'additionnent pas, soustraient. Parfois, pour gagner, il faut couper la racine. Racine. C'est ainsi qu'il m'appelait, comme si j'étais une mauvaise herbe qu'il fallait arracher. Et moi, qui avais été le tronc qui a soutenu sa vie quand tout tremblait. Je n'ai pas répondu, mais cette nuit-là, en fermant les rideaux, j'ai fait une liste. Une petite liste, avec des choses simples. Une maison avec vue sur le lac, une grande cuisine pour faire de la pâtisserie avec mes petits-enfants si un jour ils me le permettent, un jardin avec de la lavande. Pas de jet ni de montre en or, seulement des choses qui me feraient me sentir chez moi, enfin en paix. Mon talisman, ce reliquaire avec la photo de ma mère, je l'ai emmené avec moi à la banque. Je l'ai serré fort pendant que je signais les documents, parce que même si personne ne le voyait, elle était là avec moi. Elle aussi avait été mère, elle aussi avait été trahie, elle aussi avait trop gardé le silence. Et maintenant, après tant de batailles silencieuses, je sentais enfin qu'une femme comme moi pouvait aussi gagner. Mais pas avec des cris,
pas avec des humiliations, avec des papiers signés, des preuves irréfutables et un calme qui venait d'avoir tout donné et ainsi continuer debout. La nuit avant la conférence de presse, je n'ai pas dormi, non par nervosité, mais par mémoire. Je me suis assise près de la fenêtre avec la couverture tricotée par ma mère sur les jambes et j'ai laissé les souvenirs venir seuls. Je l'ai vu encore une fois, petit, avec les chaussures sales et les chaussettes dépareillées, courant vers moi avec un dessin dans les mains. « Tu es mon héros, maman », disait-il avec des lettres tordues. Je l'avais collé sur le mur du frigo, avec le même aimant où j'ai ensuite accroché le billet. J'ai pensé à toutes les fois où je lui ai caché mes propres douleurs pour ne pas l'inquiéter, à comment j'ai vendu mon alliance quand il est tombé malade et qu'il avait besoin de médicaments que ne couvrait pas l'assurance, à comment je n'ai jamais dit que j'avais faim quand je lui servais sa plus grande part de l'assiette. J'ai pensé à comment je lui ai appris à multiplier avec des cailloux quand nous n'avions pas de quoi lui acheter des cahiers, et comment il m'a promis plus d'une fois. Quand je serai grand, je vais prendre soin de toi, maman. Toi, attends seulement. Et j'ai attendu. J'ai attendu des années, des décennies. Et maintenant, il m'appelait sorcière. Et quelle autre option avais-je? Regarder d'un autre côté? Le laisser croire qu'on peut piétiner celui qui lui a donné la vie et s'en sortir indemne? Non. Cette trahison n'était pas seulement économique, elle était morale. C'était la coupe finale pour une mère qui avait déjà trop saigné par amour. La vérité est que pendant un moment, j'ai douté. Je me suis demandé si je devais laisser faire. J'ai pensé à mes petits-enfants, au scandale, à la haine qui pourrait croître entre nous comme une mauvaise herbe indomptable. Mais alors je me suis souvenu de cette autre nuit, celle du cri, la valise sur le trottoir, la pluie me trempant pendant qu'il me disait « Tu ne verras pas un centime de mon argent. » Ce « mon argent », il le disait comme s'il l'avait gagné proprement, comme s'il l'avait semé, arrosé, cultivé. Et moi, celle qu'il a achetée, celle qui a rêvé un instant d'une vie digne, j'étais maintenant une usurpatrice dans son esprit. Là, j'ai compris que ce n'était pas seulement pour moi. C'était pour toutes les mères qui ont été traitées comme des servantes avec nom de famille, pour toutes les femmes âgées écartées comme ennuyeuses quand elles ne produisent plus, pour toutes celles qui ont été appelées charges, sorcières, folles, quand la seule chose qu'elles ont faite a été d'aimer. Alors j'ai pris mon reliquaire, je l'ai ouvert et j'ai murmuré à la photo de ma mère. « Maman, ma voix ne tremblera pas. Pas cette fois. » Et ça a été ma prière. Je n'ai pas demandé vengeance, j'ai demandé de la force. Parce que le jour suivant, ce n'est pas une femme brisée qui parlerait. Parlerait une femme qui était revenue pour se relever. Il n'y a pas eu d'invitation, je n'ai envoyé aucun avis, je n'ai averti personne. J'ai seulement confirmé la date et l'heure avec le bureau de la loterie et je me suis assuré d'arriver 20 minutes avant avec mon vieux sac à main dans une main et le reliquaire dans l'autre comme bouclier et témoin. L'événement serait simple, sobre, sans presse à sensation ni caméra à sensation. Seulement les médias officiels, les responsables du tirage, les représentants légaux et moi. Ça n'allait pas être un gala ni un spectacle, c'était la justice. Et la justice n'a besoin d'aucun applaudissement. Mon avocat m'a fait un clin d'œil en entrant. Aujourd'hui, tout change, murmura-t-il. J'ai acquiescé, sans sourire. Pendant qu'ils ajustaient mon microphone et vérifiaient les papiers, j'ai pensé à lui. Où pouvait-il être à ce moment-là? Peut-être en train de prendre un café mousseux dans un restaurant coûteux, en train d'essayer des vêtements qu'il n'avait pas encore fini de payer, se vantant devant ses amis d'une fortune qui ne lui appartenait plus. Je ne le savais pas et cela ne m'importait pas, parce qu'à cet instant, pendant que les techniciens préparaient l'audio et les lumières, j'avais quelque chose qu'il n'a jamais eu, un soutien, des preuves et un nom à moi. La salle n'était pas pleine, mais il y avait assez de gens pour laisser une trace. Je me suis assise au premier rang, avec le rapport officiel sur les genoux. J'ai senti un picotement dans l'estomac, pas de nerfs, mais du calme, comme quelqu'un qui sait que plus rien ne peut la blesser. Soudain, le présentateur a pris le microphone, a remercié les participants, a expliqué le processus de vérification, a parlé des protocoles et a finalement prononcé mon nom. La vraie gagnante du gros lot est Madame Lydia Mendoza. Il n'y a pas eu de fanfare, il n'y a pas eu de feu d'artifice. Il y a eu un silence lourd comme celui qui tombe après un coup de feu. J'ai pris le microphone, je n'avais pas écrit de discours, j'ai seulement parlé avec le cœur. Merci d'être ici. Je ne suis pas venu réclamer de l'argent, je suis venu récupérer mon nom. Ce billet, je l'ai acheté un après-midi quelconque après avoir acheté le pain. Je l'ai collé sur le réfrigérateur de la maison où je vivais avec mon fils et des jours après, sans dire un mot, il a pris et a dit au monde qu'il était le sien. J'ai respiré profondément. J'ai vu les reporters prendre des notes. Sa trahison m'a fait plus mal que la perte de l'argent, mais aujourd'hui, avec ces documents, je démontre que les mères savent aussi se défendre. Pas avec des cris, ni avec des insultes. Avec des preuves, avec dignité.
J'ai laissé le microphone sur la table, je me suis levée et je suis retournée à ma place. Mon avocat m'a tapoté sur l'épaule. Tu l'as fait, dit-il. Dans mon sac à main, le téléphone vibrait. Des messages, des appels, certains de numéros connus, d'autres pas tellement, et parmi eux, un nom, le sien. Je n'ai pas répondu. Parce que pendant qu'il ne comprenait toujours pas ce qui venait de se passer, j'avais déjà franchi la ligne de retour vers moi-même. La vidéo a été transmise en direct depuis la page officielle de la loterie. Ce n'était pas un sujet tendance, mais quelques milliers de vues ont suffi pour que la nouvelle se répande comme une traînée de poudre. Une dame âgée identifiée comme la vraie gagnante du prix de 10 millions, son fils a essayé de l'encaisser à sa place. Il n'a pas fallu citer de nom, les gens ont rapidement relié les points, en particulier ceux qui suivaient mon fils sur les réseaux. Les publications, les photos, les commentaires, tout pointait vers lui. Et maintenant, tout se retournait contre lui. J'étais à la maison quand ça a explosé. Je n'ai pas allumé la télévision, j'ai seulement mis à chauffer de la soupe et je me suis assise dans la cuisine en regardant la vapeur monter de la casserole. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Je ne répondais pas, j'observais seulement comment les messages arrivaient l'un après l'autre jusqu'à ce qu'ils sonnent. Appel de lui. Je n'ai pas répondu. Il a recommencé à sonner une autre fois, puis encore. Finalement, je l'ai éteint, mais le message n'a pas tardé à arriver, une note vocale. Je l'ai écouté. Sa voix était différente. Elle criait, elle pleurait. « Qu'est-ce que tu as fait, maman ? Tu as tout gâché. Comment oses-tu ? C'est ma vie, mon nom est partout. Tu ne peux pas me faire ça. » Je l'ai éteint au milieu de sa crise de colère. Pas parce que ça faisait mal, mais parce que ça ne m'affectait plus. Ce n'était pas mon fils, pas celui que j'avais élevé. C'était une autre personne, une qui s'était laissée corrompre par un bout de papier, oubliant tout ce que nous avions dit être autrefois. J'ai regardé à nouveau le reliquaire à mon cou. La photo de ma mère était toujours là, tranquille, sereine. Je me suis caressé la poitrine avec la paume de la main, comme pour chercher de la force, mais je n'en avais plus besoin. Je l'avais. La nouvelle s'est retrouvée dans les émissions matinales, sur les pages internet, même dans les forums de potins. La dame qui a récupéré sa fortune avec des preuves. Certains m'appelaient la mère silencieuse, d'autres la justicière au réfrigérateur. Je m'en fichais. Mais ce qui m'a fait rire, même si c'était un rire amer, c'est de voir comment beaucoup de ceux qui applaudissaient mon fils dans les commentaires s'effaçaient ou le critiquaient maintenant. Je n'ai jamais aimé son attitude, a écrit l'un d'eux. Il avait l'air faux, a dit un autre. Comme le vent tourne vite quand il sent le scandale. Et pendant qu'il essayait d'effacer les publications et de faire taire les critiques, je recevais des appels de médias, de magazines, et même des propositions pour raconter mon histoire à la télévision. Je les ai toutes rejetées parce que je n'avais pas besoin de la gloire. La seule chose que je voulais était de récupérer ce qui était à moi, et maintenant je l'avais. Je n'ai pas crié, je n'ai pas frappé, je n'ai pas menacé. J'ai juste fait ce que l'on attend rarement d'une femme de mon âge, dire ma vérité et ne pas bouger d'un iota quand ils ont essayé de la dissimuler. Ce jour-là, pendant que tout le monde parlait de la nouvelle, j'ai fait quelque chose de très simple. Je suis allée au marché, j'ai acheté du pain frais, des tomates, un peu de basilic, et je suis rentrée à la maison. La paix ne sonne pas, elle se ressent seulement. Et enfin, après tant d'années, je l'ai senti. Il ne s'était pas passé 24 heures depuis la conférence quand il m'a rappelé. Cette fois, je l'ai écouté, non pas parce que je voulais l'écouter, mais parce que je savais que j'avais besoin de clore ce cycle avec ma propre voix. « Tu me l'as volé » a-t-il crié sans me saluer. C'était à moi, tu n'as rien fait, tu as juste eu de la chance. C'est moi qui l'ai transformé en quelque chose de grand. Je suis restée silencieuse à écouter chaque mot, comme si je le voyais de l'extérieur. Ça ne faisait plus mal. Ça sonnait juste vide, comme un écho qui rebondit dans une maison abandonnée. Quand il s'est enfin tu, j'ai parlé. Je l'ai acheté, je l'ai collé sur le réfrigérateur et tu l'as pris en silence. Tu ne m'as rien dit, tu n'en as pas partagé une miette, et maintenant tu viens dire que c'est à toi. Tu ne comprends pas, j'avais des projets, une nouvelle vie. Tu allais juste le gaspiller. J'ai souri, pas par moquerie, mais par lassitude. Mon amour, il n'y a pas de gaspillage plus grand que la trahison. Et tu as jeté à la poubelle quelque chose de plus précieux que l'argent. Un silence tendu s'est fait entendre de l'autre côté. Puis, d'une voix plus basse, plus venimeuse, il a dit. Tu sais quoi ? Tu vas rester seul. Tu peux avoir l'argent, mais personne ne va t'aimer. Tes petits-enfants vont grandir en te haïssant. Tu vas mourir dans un lit froid, avec des billets mais sans câlin. J'ai respiré profondément. J'ai enlevé le reliquaire, je l'ai posé sur la table et je l'ai regardé pendant que je parlais. J'ai déjà été seule, fils. J'ai été seule quand tu m'as jetée à la rue,
quand tu as pris ce qui était à moi sans demander, quand tu m'as traité de sorcière en public. Et même ainsi, me voici en paix. Il a essayé de répliquer, mais je ne lui ai plus laissé d'espace. Et pour que tu le saches, j'ai déjà donné la moitié du prix à des foyers de mères célibataires. À celles qui ne jettent pas leur mère à la rue quand elles ne leur servent plus. Il est resté silencieux. Tu trouves cela cruel? Ce ne l'est point. Cruel fut ce que tu as fait. Ce que j'ai fait est justice. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre, non par vengeance, mais par dignité. Parce que j'ai compris que toutes les batailles ne se gagnent pas avec des confrontations. Certaines se gagnent simplement en refusant de rester dans le même cercle. Cet après-midi, mon avocat m'a confirmé que son compte principal avait été gelé pour suspicion de fraude à la déclaration. Tout ce qu'il avait acheté au nom de cette nouvelle vie était en révision. Voitures, meubles, propriétés. Rien n'était réellement à son nom, tout lui échappait entre les doigts. Et je n'ai rien fait de plus. Je n'ai pas signé de dénonciation supplémentaire, je n'ai pas cherché de punition, j'ai seulement laissé le système suivre son cours. Parce qu'il n'y a pas de pire coup pour un voleur que de voir comment la victime récupère tout sans hausser la voix. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant qu'il criait, j'ai simplement dit au revoir. Ce qui a suivi a été rapide, plus rapide que ce que j'imaginais. À peine a-t-on annoncé officiellement que j'étais la vraie gagnante, les banques qui lui avaient donné du crédit ont commencé à l'appeler. Elles n'ont pas tardé à découvrir qu'il avait utilisé une documentation ambiguë pour garantir des prêts anticipés. En quelques semaines, tous ses comptes furent gelés. Tout ce qu'il a acheté a commencé à s'effondrer comme un château de sable. La voiture de luxe a été rendue, la maison a été mise en procédure de saisie, les cartes de crédit ont été bloquées. Et ses amis ont disparu comme des feuilles emportées par le vent. Les mêmes qui lui commentaient des cœurs l'ignoraient désormais. Certains ont même partagé son histoire sur les réseaux, comme s'ils étaient d'innocents spectateurs d'une pièce à laquelle ils n'avaient jamais participé. La dernière publication qu'il a laissée sur son compte était une vieille photo avec les enfants, sans filtre, sans texte, seulement du silence. Je n'ai rien dit, je n'ai pas publié de triomphe, je ne me suis pas moqué, parce que je ne ressentais aucune victoire. J'ai ressenti de la justice, oui, mais aussi une tristesse ancienne, de celle qui s'installe dans les os. Parce qu'aucune mère ne rêve de voir son fils tomber, mais elle ne rêve pas non plus que ce fils soit celui qui la pousse en premier dans l'abîme. J'ai reçu des appels de connaissances, de cousins éloignés que je n'avais pas vus depuis des années. Tous voulaient savoir comment j'allais. Certains avec un ton curieux, d'autres avec un ton coupable. J'ai répondu avec courtoisie, rien de plus. Le cercle qui m'entourait s'était fait plus petit, oui, mais beaucoup plus propre. L'avocat m'a averti que l'enquête pour fraude progressait. Si nous le voulions, nous pouvions le traduire en justice pour tentative d'usurpation. Nous pouvons exiger une indemnité, Doña Lydia, m'a-t-il dit. Mais j'ai seulement dit non de la tête. Je n'ai besoin d'aucun centime de plus, ai-je répondu. Ce qu'il me devait n'était pas de l'argent, c'était du respect, et cela, je l'ai déjà récupéré. Ce jour-là, j'ai cuisiné pour moi seul un riz aux lentilles, comme au bon vieux temps. J'ai mis de la musique de Los Panchos et j'ai balayé le salon au rythme des accords. Le soleil entrait par la fenêtre comme un vieil ami. Je n'avais besoin de rien de plus. Lui, selon ce que j'ai su, a essayé de parler avec quelques revues. Il a voulu redorer son image, mais personne n'a voulu toucher à l'histoire. Il n'était plus un visage désiré, c'était désormais un scandale oublié. Et moi, loin du bruit, j'ai commencé à regarder des maisons près du lac, avec une cuisine ample, de grandes fenêtres et de l'espace pour planter de la lavande. Rien d'ostentatoire, juste le mien à moi. Son monde s'est effondré, et le mien a enfin commencé à s'épanouir. Il a frappé à la porte un après-midi gris, sans prévenir. Je l'ai reconnu à sa façon de frapper, précipitée, tranchante, comme si le temps lui devait encore quelque chose. Je n'ai pas couru, je ne me suis pas précipitée. J'ai marché calmement jusqu'à l'entrée, comme quelqu'un qui a déjà vu toutes les tempêtes et sait qu'aucune ne dure jamais. Là se tenait mon fils, ébouriffé, non rasé, avec une veste empruntée. Il ne restait rien de l'homme brillant d'Instagram, le roi des phrases motivantes. Il m'a regardé avec des yeux rouges, mais pas de tristesse, plutôt de la colère. « Es-tu heureuse, enfin » cracha-t-il. « Était-ce bien ce que tu voulais ? Me voir ruinée ainsi. Me voir ainsi humiliée. » Je me suis appuyée contre le cadre de la porte. Je l'ai regardé avec la même tendresse avec laquelle je le bordais autrefois les nuits de fièvre, et avec la même fermeté avec laquelle je lui ai appris à dire « merci » et « pardon ». « Je ne suis pas venu te demander quoi que ce soit », continua-t-il froidement. « Je voulais juste que tu me regardes en face, parce que c'est toi qui m'as tout enlevé. » J'ai nié lentement avec la tête. « Tu ne l'as que perdu. » « Ce qui m'appartient,
je l'ai récupéré sans mentir, sans voler, ni crier. Il fronça les sourcils, visiblement blessé. Tu étais pourtant ma mère. Tu aurais dû me protéger, et non me détruire. Là, j'ai enfin touché le fond. Il n'y avait pas de remords, pas d'autocritique, seulement le même ego blessé qui l'avait amené à me voler le billet sans même me laisser un verre d'eau. J'ai été ta mère, lui dis-je alors. Et comme mère, j'ai tout donné. Mais être mère n'est pas être esclave. Ce n'est pas permettre que tu me piétines juste parce que tu as oublié qui t'a élevé et éduqué. Il est resté sans voix pendant une seconde, mais pas par compréhension, plutôt par frustration. Je pensais que tu me comprendrais, murmura-t-il, que tu le ferais au moins pour les enfants. Ah, les enfants, oui. Cela, oui, me faisait mal. Ne pas les voir, ne pas les embrasser, ne plus les entendre rire dans la maison. Mais ils n'étaient pas des otages pour m'obliger à renoncer à toute ma dignité. N'utilise pas tes enfants comme excuse, lui ai-je répondu, sèchement. Il mérite un père honnête, pas un qui vole et ensuite blâme tout le monde sauf lui-même, voyons. Des larmes ont coulé sur son visage, mais pas de douleur, juste d'impuissance. Je n'ai plus nulle part où aller. Je n'ai pas bougé d'un pouce. Je n'ai plus rien, répéta-t-il, désespéré. La vérité est que si, il avait encore quelque chose. Il avait le même point de départ que j'avais eu, et comme moi, il pouvait choisir s'il voulait se reconstruire ou continuer à chercher qui blâmer pour ses malheurs. J'ai pris une inspiration, j'ai serré le reliquaire dans mon cou et j'ai dit un seul mot. Adieu. J'ai fermé la porte calmement, sans colère, sans fierté, mais avec paix. Parce que j'ai compris qu'il y a des portes qui doivent se fermer pour toujours, non pas parce que tu es celui qui est de l'autre côté, mais parce que tu t'aimes suffisamment pour ne pas permettre qu'ils entrent à nouveau avec les mêmes cris et reproches. Il est parti, et moi, enfin, je me suis retrouvée seule. Mais cette fois, seule et libre, enfin. Les semaines qui ont suivi ont été étranges. Le silence remplissait chaque recoin de la maison, mais il ne faisait plus mal. C'était un silence guérisseur, une pause nécessaire après tant de bruit et de fureur. J'ai profité de ce temps pour visiter des maisons près du lac, justement. J'en ai vu plusieurs, toutes jolies, avec des jardins spacieux et de chaleureuses cuisines. Mais je ne trouvais toujours pas celle qui convenait. Jusqu'à ce qu'un vendredi après-midi, alors que je revenais d'une autre visite, je l'ai vue, une petite maison avec un panneau « à vendre » incliné sur le gazon. Je suis entrée et j'ai senti que j'étais chez moi dès le premier pas. Elle avait des murs clairs, de larges fenêtres donnant sur le lac, et une cuisine spacieuse, exactement comme je l'avais rêvé. Sans trop réfléchir, j'ai appelé l'agent immobilier. Je l'achète, lui ai-je dit. Cette même nuit, j'ai emballé mes quelques affaires. Mon reliquaire, des photos de mes petits-enfants, mon vieux sac en cuir, quelques vêtements et ustensiles de cuisine. Rien de plus. Quand je suis arrivée à la nouvelle maison, il faisait nuit. J'ai allumé les lumières, ouvert les fenêtres et laissé entrer l'air frais du lac. J'ai senti comme si je respirais profondément pour la première fois depuis des années. Le jour suivant, alors que j'organisais la cuisine, mon téléphone a sonné de nouveau. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité à répondre, mais quelque chose m'a fait prendre l'appel. Maman? Mon cœur a battu fort. C'était mon petit-fils aîné. Bonjour, mon amour. Ai-je répondu, la voix entrecoupée. Tu nous manques, a-t-il dit. Papa dit que nous ne pouvons pas te voir, mais je veux être avec toi. J'ai respiré profondément, en essayant de garder mon calme. Bientôt nous serons ensemble, je te le promets. Tu le jures, grand-mère? Je le jure, mon ange. Quand j'ai raccroché, j'ai senti que quelque chose en moi recommençait à fleurir. Ce même après-midi, j'ai parlé avec mon avocat pour savoir quelle possibilité il y avait de récupérer légalement le contact avec mes petits-enfants. Donia Lydia, cela nous pouvons le faire. Vous avez des droits. Ce jour-là, j'ai décidé qu'il était temps de faire un pas de plus. Pas par rancune, ni par revanche, mais par amour. Mes petits-enfants ne méritaient pas de payer pour les erreurs de leur père, et je ne méritais pas de continuer à être privé de leur affection. La sollicitude a été présentée aux tribunaux quelques jours après. Je savais qu'il y aurait un autre affrontement, une autre tempête émotionnelle, mais je n'avais plus peur. J'étais prête, en pied de guerre mais calme, parce que je connaissais déjà le pouvoir silencieux de la vérité. Des semaines après, la notification officielle est arrivée. J'avais un rendez-vous au tribunal familial. Mon fils serait là aussi. Je ne l'ai pas vu jusqu'à entrer dans la salle, et je l'ai trouvé méconnaissable, mince, pâle, vieilli par le stress. Il m'a regardé avec ressentiment, mais je ne sentais plus rien d'autre que de la compassion. Quand le juge a demandé nos déclarations, il a parlé en premier. Il m'a accusé de vouloir détruire sa vie,
d'utiliser mon argent pour éloigner ses enfants de lui. Sa voix tremblait, ses mains s'agitaient, il ne paraissait plus fort ni intimidant, mais profondément perdu. Quand ce fut mon tour, j'ai parlé avec tranquillité. J'ai raconté mon histoire, non pas depuis la colère, mais depuis la vérité. Comment j'ai acheté le billet, comment il me l'a volé, comment il m'a expulsé de sa vie, et finalement, comment j'ai récupéré ce qui était mien avec dignité. En terminant, le juge a acquiescé lentement et a pris une décision qui m'a fait lâcher des larmes silencieuses de soulagement. Doña Lidia Mendoza aura le droit de voir ses petits-enfants régulièrement. Personne ne peut les priver de leur lien familial légitime. Mon fils a baissé le regard, vaincu pour la première fois face à moi. Cette nuit, je suis retournée à la maison, j'ai allumé la lumière ténue du porche et je me suis assise face au lac. L'eau reflétait une lune claire, brillante, tranquille, comme si elle me regardait avec approbation. J'ai pris mon reliquaire dans les mains et je l'ai ouvert doucement. La photo de ma mère semblait sourire, fièrement. « Nous avons réussi, maman », ai-je murmuré. « Nous l'avons fait. » Le vent soufflait doucement, apportant avec lui un arôme de lavande. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je pouvais me reposer, que la tempête était enfin passée. Peu après, la vie a commencé à prendre un rythme paisible. Chaque fin de semaine, mes petits-enfants venaient à la maison près du lac, courant dans le jardin, remplissant les pièces de rire et de pas rapides qui m'avaient tant manqué. Les après-midi devenaient longs et chauds, nous cuisinions ensemble, jouions aux cartes, et parfois nous nous asseyions simplement sur le porche pour contempler le reflet du soleil dans l'eau. Un samedi matin, alors que je préparais des crêpes pour les enfants, j'ai reçu un appel inattendu. C'était mon avocat, cette fois avec d'autres nouvelles. « Doña Lidia, votre fils veut vous voir. » J'ai posé la cuillère lentement sur le comptoir, essayant de ne pas perdre l'équilibre émotionnel qu'il m'avait coûté tant de peine à construire. « Pourquoi faire ?» ai-je demandé, calme. Il dit qu'il veut s'excuser, qu'il a tout remis en question. Je suis restée silencieuse quelques secondes. Croyez-vous qu'il soit sincère ? Je ne sais pas, Sonora. Mais peut-être que vous en avez autant besoin que lui. J'y ai pensé toute la matinée, tandis que je regardais mes petits-enfants jouer depuis la fenêtre. J'observais leur joie, leur innocence, et je ne pouvais pas m'empêcher de me rappeler quand mon fils était exactement comme ça. J'ai senti qu'il méritait peut-être une dernière chance, pas pour lui, mais pour moi-même, pour clore définitivement ce chapitre de ma vie. J'ai accepté de le voir. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un petit café neutre, un lieu sans souvenir, sans histoire pour l'un comme pour l'autre. Je suis arrivée tôt, j'ai commandé un thé et j'ai attendu tranquillement. Quand il est finalement entré, je l'ai presque pas reconnu. Il avait l'air fatigué, encore plus mince, le regard baissé, loin de l'arrogance qu'il a montré une fois en me chassant de sa vie. Il s'est assis en face de moi, sans rien dire au début. Puis, il a respiré profondément, a levé les yeux et a parlé d'une voix brisée. « Tu m'as manqué, maman. » Je n'ai pas répondu. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je voulais m'assurer d'écouter d'abord, de savoir ce qui avait réellement changé en lui. « Je me suis beaucoup trompée envers toi, » a-t-il continué. « J'ai fait des choses impardonnables, je t'ai traité comme je n'aurais jamais dû le faire. J'ai tout perdu, amis, propriété, prestige. Mais la seule chose qui me fait vraiment mal est de t'avoir perdu, toi. » Ses paroles étaient sincères, ou du moins le paraissaient elles. Mais j'avais besoin de plus que cela. « Sais-tu ce qui a été le pire ?» lui ai-je dit finalement, calmement. « Ce n'était pas l'argent, ni même que tu me mettes à la rue. Le pire a été que tu oublies qui je suis. Tu as oublié que je suis ta mère, la femme qui t'a donné la vie et qui était là quand personne d'autre ne l'était. » Il a acquiescé lentement, visiblement honteux. « Je sais, maman, je sais. Je me suis complètement aveuglée. Je pensais que l'argent me donnerait le bonheur, que je pourrais prouver à tout le monde que je valais quelque chose. Mais j'ai fini vide, seule et misérable. J'ai tout perdu. Surtout toi et mes enfants. » Mes mains tremblaient légèrement, mais ma voix est sortie ferme. « Que veux-tu maintenant ? » Seulement une chance, a-t-il répondu rapidement. Je ne veux pas d'argent, je ne veux pas de faveur, je veux seulement pouvoir te voir de temps à autre. Essayer de récupérer un peu du lien que j'ai détruit. J'ai regardé par la fenêtre du café, au dehors. Un petit garçon courait vers sa mère, qui l'attendait les bras grands ouverts. Une image si simple, mais si puissante, qu'elle me brise presque le cœur. « Je ne peux rien te promettre, » lui ai-je dit doucement. « Tu m'as fait beaucoup de mal. Cela ne s'arrange pas avec des mots. »« Je comprends, » a-t-il répondu avec humilité. « Laisse-moi seulement essayer. Je le ferai lentement, en respectant ton rythme. La seule chose que je te demande est de ne pas te perdre à jamais. » Cet après-midi, je lui ai dit au revoir d'un simple geste,
sans embrassade, sans promesse. J'avais besoin de temps, d'espace pour comprendre ce que je ressentais vraiment. Je n'étais pas sûre de pouvoir pardonner entièrement, mais quelque chose en moi voulait tenter. Peut-être pas maintenant, peut-être pas bientôt, mais un jour. À la maison, ce soir-là, pendant que je nettoyais la cuisine après le dîner, j'ai reçu un autre appel. C'était mon petit-fils aîné, qui demandait s'il pouvait rester quelques jours de plus avec moi. J'ai souri en l'écoutant. Bien sûr, mon chéri, ai-je répondu. Celle-ci sera toujours ta maison. J'ai raccroché le téléphone, j'ai regardé autour et j'ai senti que cette tranquillité que j'avais tant cherchée était enfin réelle. Je n'avais besoin ni de richesse, ni de reconnaissance, ni d'applaudissements. J'avais seulement besoin de ceci, un foyer, mes petits-enfants, et la possibilité ouverte de guérir, peu à peu, des blessures qui semblaient impossibles à refermer. Le jour suivant, alors que je marchais dans le jardin, j'ai trouvé une petite enveloppe sous la porte d'entrée. Je l'ai ouverte lentement, en reconnaissant tout de suite l'écriture de mon fils. À l'intérieur, une brève note disait « Merci de m'écouter, maman. Je ne mérite pas ton pardon, mais je promets de lutter pour le gagner un jour. Je t'aime, même si je sais que tu ne me crois plus. » J'ai plié le papier soigneusement et je l'ai gardé dans mon reliquaire à côté de la photo de ma mère. À elle, j'ai murmuré. « Qu'est-ce que tu aurais fait, maman ? » Et bien que je n'ai pas obtenu de réponse, j'ai senti que, d'une certaine manière, elle m'accompagnait dans cette nouvelle étape, une étape où les blessures commençaient à moins faire mal et les questions à être moins urgentes. Pour la première fois depuis des années, je me suis permis de rêver d'un avenir plus doux. Un avenir où le pardon, bien que difficile, serait possible. Où les familles brisées auraient le droit de se reconstruire de leurs cendres. Parce qu'à la fin, peut-être que c'est cela être mère, un mélange inexplicable de force et de vulnérabilité, de fermeté et de tendresse. Et moi, après tout ce que j'ai vécu, j'ai compris que je méritais de me donner une autre chance. Pas pour lui, ni même pour mes petits-enfants, mais pour moi. Cette nuit-là, j'ai dormi tranquille, en rêvant de jours plus chauds, entouré de l'affection qui revenait lentement remplir chaque coin de ma maison. Parce qu'en fin de compte, c'est la seule chose que j'ai toujours voulu. Un foyer auquel revenir, un cœur en paix, et la certitude d'avoir donné tout ce que j'ai pu, même quand cela semblait impossible. Finalement, le temps a commencé à guérir les blessures qui pendant longtemps avaient semblé impossibles à soigner. Mon fils a tenu sa parole. Il me visitait de temps en temps, sans faire pression, en acceptant mes limites et en comprenant que tout devait se reconstruire lentement. Les conversations étaient brèves, parfois inconfortables, mais sincères. Peu à peu, son visage reflétait moins d'amertume et plus d'humilité. Un dimanche ensoleillé, nous étions tous ensemble dans ma maison face au lac. Mes petits-enfants jouaient près du rivage, pendant que mon fils et moi observions en silence depuis le porche. Après un long moment, il a rompu le silence. « J'ai beaucoup pensé à ce jour-là, maman, quand je t'ai crié dessus et que je t'ai chassé de la maison. Je ne pourrai jamais effacer ce moment, mais je veux que tu saches qu'il ne se passe pas un jour sans que je le regrette. » Je l'ai regardé lentement, en cherchant dans ses yeux une trace de mensonge. Il n'y en avait pas. Il avait changé, bien que je sache bien que les personnes ne se transforment pas du jour au lendemain. Mais au moins, il était en route. « Tout le monde fait des erreurs, » répondis-je, calme. Certains plus graves que d'autres. L'important est ce que nous faisons ensuite. Il baissa le regard, pensif. « Je n'ai jamais voulu autant te blesser, maman. La cupidité m'a aveuglée, j'ai voulu vivre une vie que je ne méritais pas et j'ai fini par perdre tout ce qui était important. Le matériel est éphémère, mon fils, dis-je avec douceur. Le respect et l'affection, c'est ce qui reste. » Il acquiesça lentement, conscient de la vérité de mes paroles. « Crois-tu qu'un jour tu pourras me pardonner ?» J'ai respiré profondément, j'ai regardé vers le lac et j'ai rappelé tous ces moments difficiles, les larmes, la douleur. Mais j'ai aussi rappelé les rires partagés, les nuits blanches à prendre soin de lui quand il était enfant, le bonheur simple que nous avons autrefois vécu ensemble. Ma voix sortit presque dans un murmure. « Je l'ai déjà fait, mon fils. Le pardon n'est pas oublié, c'est décider de vivre sans rancéure. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux choisir comment vivre le présent. » Il tendit lentement sa main vers moi. J'ai hésité un instant, mais finalement je l'ai prise. J'ai senti la chaleur de sa peau, aussi familière qu'inconnue, et dans ce petit geste, j'ai senti que quelque chose à l'intérieur de moi se libérait définitivement. Cette nuit-là, quand mes petits-enfants dormaient déjà profondément, je me suis assise devant le lac avec une tasse de thé chaud. J'ai regardé le ciel étoilé, reconnaissante d'avoir trouvé la paix après tant de luttes. J'avais appris que les plus grandes batailles ne se gagnent pas avec des cris ni des coups, mais avec patience, dignité et, surtout, avec vérité. Mon fils est rentré à la maison cette nuit-là,
mais avant de partir, il s'est arrêté à la porte et s'est tourné vers moi avec un sourire timide. Merci, maman. De ne pas avoir abandonné avec moi. Je lui ai rendu le sourire, tranquille. Je ne l'ai jamais fait, répondis-je. J'ai seulement attendu que toi-même tu trouves ton chemin de retour. Pendant les mois suivants, ma vie a lentement récupéré la joie qui semblait avoir perdu pour toujours. Mon fils a réussi à se stabiliser, à trouver un travail modeste mais honnête, et a commencé à reconstruire une vie basée sur la sincérité et l'effort, loin de la superficialité et de la cupidité. Mes petits-enfants grandissaient sains et heureux, venant régulièrement me rendre visite. Ils remplissaient chaque espace de rire et de jeu, me rendant chaque jour l'espoir que, même si le chemin avait été dur, cela valait la peine d'avoir résisté. Un après-midi pluvieux, j'ai trouvé une photo usée dans un vieux livre. C'était mon fils quand il avait 7 ans, souriant, heureux, dans le parc. En la regardant, j'ai senti une paix profonde, parce que j'ai compris que, malgré tout, j'avais fait ce qui était correct. J'avais été une mère ferme et aimante, même quand la vie a mis à l'épreuve chaque fibre de mon cœur. J'ai gardé cette photo dans mon reliquaire à côté de celle de ma mère, sachant que la vie est un cycle de défis et de récompenses, de pertes et de rencontres. La douleur ne s'était pas complètement effacée, mais elle ne me dominait plus. Maintenant, c'était seulement un doux rappel de ce que j'avais parcouru. Cette même nuit, j'ai eu la visite surprise de mon fils et de mes petits-enfants. Ils venaient avec un petit gâteau fait maison, qu'ils avaient préparé ensemble. Mon petit-fils aîné, ému, l'a posé sur la table devant moi. « Joyeux anniversaire, grand-mère !» cria-t-il joyeusement. J'ai regardé mon fils, surprise. Il a seulement acquiescé, souriant avec tendresse. « Je ne l'ai pas oublié, maman. Je sais que tu croyais que oui, mais je n'ai jamais cessé de penser à toi. » Mes yeux se sont remplis de larmes, mais cette fois c'étaient des larmes de bonheur. J'ai éteint la petite bougie entourée par l'affection que j'ai pensé avoir perdue pour toujours. Autour de cette table, avec mes êtres chers, j'ai senti que j'avais finalement récupéré ce qu'il y a de plus précieux. Ma famille, ma dignité et, surtout, moi-même. À la fin de la journée, quand tous dormaient déjà, je me suis assise près de la fenêtre, observant la pluie douce caresser le jardin. J'ai pris le reliquaire dans mes mains et j'ai murmuré avec gratitude. Nous l'avons fait, maman. Après tant de douleur, nous avons enfin trouvé la paix. Et bien que je n'ai pas obtenu de réponse, j'ai clairement senti sa présence chaleureuse m'envelopper dans une étreinte invisible, confirmant ce que j'ai toujours su au fond de mon âme. Qu'aucune tempête ne dure éternellement, et que même au milieu de la plus grande souffrance, il existe toujours une possibilité de reconstruire ce qui semble détruit. J'ai fermé les yeux avec un sourire, sachant que cette fois je dormais dans une paix véritable, entourée de l'amour que j'avais reconquis avec patience, dignité et pardon.